moi, d'un apprentissage. Et il va trouver un apprentissage, ça s'appelle le bobinage, apprenti bobinier. C'est dans une usine de moyenne taille, il y a une soixantaine de salariés. C'est intéressant comme métier, mais le patron est très paternaliste, très autoritaire, et alors moi c'est un truc ça n'a jamais fonctionné. L'autorité, ça n'a jamais fonctionné. C'est comme ça que notamment à l'éducation nationale, c'est pas très bien passé. Alors au bout d'un an, je vais rechercher un autre apprentissage, et je vais trouver un apprentissage en électricité de bâtiment. Autre métier super intéressant. Mais pareil, quand tu es apprenti, bah, tu fais surtout des boulots de manœuvre. Alors en particulier, moi, j'avais une massette et un burin. Je faisais dessiner dans les murs pour qu'on passe les gaines électriques isolantes. Alors je faisais pas ça tout le temps, mais quand même, je m'en tapais un paquet. Et puis du coup, ça aussi, c'est quand même quelque chose que j'avais pas prévu. Initialement, en CM1, j'avais eu un instituteur, M. Georges. C'est peut-être un de ceux avec qui ça s'est mieux passé à l'éducation nationale pour moi. Et il nous avait fait faire un petit travail sur qu'est-ce qu'on avait envie, en fait, de faire dans la vie. Et moi, j'avais été influencé par la télévision. Mais la télévision, nous, on l'avait eu au début des années 60 à la maison. Alors c'était les grands projets nationaux, à l'époque, le président, c'était le général de Gaulle, on était sorti de l'OTAN, il y avait la grandeur de la France. Et donc, dans les documentaires, on voyait souvent des grands travaux, des constructions de barrages, le nucléaire. Et donc, moi, dans ma tête, je m'étais dit, je participerai à ces grands projets nationaux. Je construirai des barrages ou je construirai des centrales nucléaires. Bon, le seul problème, c'est que j'avais quand même pas fait beaucoup d'efforts à l'école. Donc, je me retrouvais là, mais du coup, ça m'a mis vraiment en colère, quoi. Alors, j'étais déjà en colère avant. Puis, je vais continuer de l'être, je le suis encore des fois, d'ailleurs. Et le fait, cette colère, elle était vraiment très, très difficile à vivre. Et ben, assez bizarrement, ma colère, elle va rencontrer celle d'un autre groupe de jeunes. Et cet autre groupe de jeunes sont en fait des jeunes communistes. C'est au début des années 70. Et je vais adhérer au mouvement de la jeunesse communiste. Et en adhérant au mouvement de la jeunesse communiste, je vais rencontrer petit à petit dans les réunions, dans les manifs, d'autres militants. Et notamment des cheminots, des gens de la SNCF, avec qui on sympathise. Et puis ils me disent, bah écoute, toi qui n'es pas bien là où tu es dans ton boulot, tu as envie de participer à quelque chose de national, tu as peut-être envie de travailler en équipe, viens, on recrute à la SNCF. Viens à la SNCF, tu démarres en bas de l'échelle, mais il y a de la formation professionnelle. On peut monter, on peut grimper, on peut changer de métier, il y a plein de métiers à la SNCF. Viens, postule. Alors effectivement, je vais aller poser ma candidature. C'est la grande entreprise nationale du transport. Et je vais être pris. Je vais être pris comme agent de manœuvre et de manutention. Et là, quand j'arrive à la SNCF, eh bien, qui m'accueille? Ça va être à nouveau les militants communistes, qui sont aussi tous délégués du personnel CGT. Ils m'accueillent. C'est vrai qu'ils vont me permettre, d'une part, de travailler un peu sur cette question de la colère et pourquoi la colère et quel projet éventuellement on peut avoir. Ils font aussi de l'éducation politique. Ils font beaucoup d'éducation politique. Et puis, ils vont aussi me proposer à un moment donné. Alors, du coup, je vais adhérer, parce que ce n'est pas les mêmes organisations. Le Parti communiste, il avait ses cellules. Nous, c'était une cellule d'entreprise. Et ils vont me proposer, donc, une fois que j'aurai adhéré à cette cellule, ils vont me proposer de prendre une responsabilité. Ce qui avait bien aussi avec ces militants communistes, c'est que non seulement il y avait de l'éducation politique, mais il y avait aussi la volonté de faire prendre des responsabilités. Et ils vont me proposer de devenir responsable à la propagande. Alors moi j'avais 18 ans, j'ai un peu hésité, mais j'avais toujours été intéressé par les actualités, les journaux, je lisais la presse, enfin toujours, peut-être pas du jour où je suis né quand même, mais un peu plus tard. Mais effectivement c'était un truc qui me branchait bien. Alors je vais accepter, et puis bon, il y avait quand même un accompagnement, un parrainage. Donc je vais accepter cette fonction de la propagande. La propagande, c'était quelque chose quand même d'assez important, parce que à cette époque-là, déjà dans les années 70, les médias n'étaient pas tellement sur le modèle qu'on défendait au sein du PC. C'était plutôt le marché, le progrès social, le productivisme, etc. On était là-dessus. Alors, la propagande, elle, qu'on faisait nous, c'était pour propager nos idées, notamment des idées anticapitalistes. C'était ça pour lequel on se battait. Et petit à petit, à partir de la fin des années 70, on va entendre un nouveau discours, notamment dans les médias, mais chez les politiques aussi. Alors vous avez un monsieur qui s'appelle François Mitterrand, qui lui donc va, sur cette lancée, gagner les élections et devenir président, mais en fait, déjà autour de lui,
on va s'apercevoir qu'il y a pas mal de ce qu'on appelle des communicants. Et puis les années 80, c'est Bernard Tapie à la télé, les gagneurs, etc. C'est la modernité. Alors on va nous expliquer hein, que la propagande c'est devenu un truc archaïque. D'ailleurs, vous pourrez le constater, vous allez regarder la télé, aller voir sur les réseaux sociaux ou lire les journaux, vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui les médias, plus personne fait de propagande. Hein. Ils communiquent, ils font de l'information, ils sont neutres, ils sont objectifs. Alors, moi j'avais consacré beaucoup de temps à ce militantisme quand même, mais je me suis demandé, bon, on va encore en faire un peu de la propagande, mais c'est vrai que c'était moins dans le temps. Alors, en cherchant, je me suis dit je vais en profiter pour faire un peu autre chose en dilettante. Et je vais me décider, je vais en fait aller aux champignons. Alors, pour aller aux champignons, faut que je vous explique quand même, parce que comme ça paraît simple, hein, on se dit tiens on va aller dans les bois, on va cueillir. Un peu plus compliqué que ça. D'abord, il faut mettre des bottes, parce qu'il y a des zones humides. Et si vous voulez garder les pieds au sec, vous avez quand même intérêt à vous équiper. Alors, voilà. Ensuite, bon, à l'automne, il ne fait pas toujours très chaud. Ceci dit, en été ou au printemps, il y a souvent plein de moustiques dans les bois. Ah, ça c'est le micro qui va cogner un peu. Et ces fameux moustiques, vous avez intérêt à mettre des manches longues, sinon vous allez vous faire bouffer. Il vous faut aussi un bâton. Alors ça, c'est pas mon bâton personnel, celui-là je l'ai emprunté ici. Mais moi je prends un bâton en moisetier. D'une part parce que c'est assez léger, c'est à la fois un peu souple et à la fois quand même rigide. Et ça permet donc de fouiller dans les fourrés, de soulever quelques feuilles, ou même dans l'herbe. Voilà. Donc le bâton c'est important. Alors il vous faut aussi un panier. Parce que si vous utilisez des sacs plastiques, le champignon risque de se décomposer beaucoup plus rapidement. Et puis, dernier élément très important, c'est le canif. Alors, comme on est ici, j'ai pris un couteau suisse, hein, mais... Le canif, pour couper le champignon, ne pas arracher sous terre, vous avez ce qu'on appelle le mycélium, et c'est à partir de là que le champignon se répand et que le fruit pousse. Il y a même des champignons comme les trompettes de la mort, si vous les coupez proprement, vous pourrez refaire des récoltes derrière. En plus, il faut les respecter, les champignons. Parce que, en cherchant, je me suis aperçu, j'ai retrouvé une étude faite par des biologistes qui expliquent qu'ils ont trouvé en fait une cellule vivante, notre premier ancêtre sur cette planète. Ils l'appellent Lucas. Et quand j'ai découvert ça, je me suis aperçu que Lucas, c'est la cellule vivante qui a donné la vie à toutes les formes de vie sur cette planète. Donc, les animaux, comme nous, mais aussi les champignons. Donc, quand vous mangez vos champignons, vous mangez des cousins quand même. Ça mérite quand même un peu de respect. Voilà, alors. Moi, quand je vais dans les sous-bois, hein, dans les prés ou dans les alpages, et je recherche un champignon de mes rêves, hein, mais quand vous vous promenez, outre le fait que c'est hyper agréable, vous allez aussi tomber de temps en temps sur un chevreuil qui va s'enfuir, un écureuil qui va grimper dans son arbre. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de tomber aussi sur une salamandre. Noire et jaune, très luisante, toujours, c'est super joli. Et puis si vous avez de la chance, vous allez tomber sur le champignon de mes rêves. C'est l'amanite des Césars. L'amanite des Césars, alors si vous tombez sur une poussée, surtout, vous prenez votre canif et vous n'hésitez pas, vous faites tout de suite votre cueillette. Parce que vraiment, c'est le champignon des champignons. Quand vous arrivez chez vous, vous le coupez en fines lamelles et vous allez le manger en salade, mais cru. Peut-être un petit filet d'huile, mais pas trop assaisonné, parce que c'est un petit goût de noisette, et si vous assaisonnez trop, vous allez perdre le goût. C'est vraiment un super champignon. Alors moi, je cueille une quinzaine de champignons. Il y a des brins chevelus qu'on fait à la poêle, avec un peu d'ail, de beurre et de persil. Il y a ce que j'appelle des violets, c'est des petits améthystes grands comme ça. À la poêle, ils ont un goût poivré, c'est super. On peut aussi trouver des coulmelles dans les prés. Bon, bien sûr, il y a toutes sortes de bolets. Vous avez les sanguins aussi. Le sanguin, c'est vous cassez le chapeau et vous avez un jus très orangé qui sort. Celui-là, il est bon. Si c'est blanc, il ne faut pas le prendre. Il est de mauvais, pas consommable. Alors, une fois que j'ai fait ma cueillette, que j'ai rempli mon panier comme ça, hein, eh bien, quand je rentre chez moi, la chose que je fais toujours et qu'il faut que tout le monde vous fassiez, c'est vérifier vos champignons. J'ai quelques bouquins avec des photos, des descriptions, et champignon par champignon, je vais vérifier. Alors, par exemple, je vous ai ramené celui-là. Alors, il est un peu sec, hein.
il n'est pas consommable. Il ressemble un peu à ce qu'on appelle une amanite tumouche, avec ces petits points blancs. Mais bon, il faut se méfier parce qu'effectivement, un champignon peut en cacher un autre. Et par exemple, l'amanite tumouche, s'il pleut, s'il fait sec, suivant les sols, et bien son chapeau rouge peut devenir orangé. Et puis les petits points blancs qui sont les restes de son enveloppe peuvent complètement être emportés par un courant d'air. Et du coup, un ramasseur de champignons amateur peu averti peut se tromper avec des amanites des Césars. Donc c'est effectivement très, très grave à ce moment-là, parce qu'on peut tomber malade, c'est un peu hallucinogène en plus. Hein, donc, alors voilà, moi, en me promenant et en ramassant mes champignons, je me suis dit aussi que, moi qui étais tellement branché à l'actualité, ben, quelque part il y avait un parallèle. En fait, il y a des champignons consommables et des champignons toxiques. Ben, moi je trouve que l'information c'est un peu comme ça aussi. Et vous avez des informations, si vous ne faites pas attention que vous les gobez telles qu'on vous les donne, eh bien, au niveau de votre pensée critique, ça ne va pas être terrible. Quoi, hein. On va très vite dire, bah, s'il y a un problème dans ce pays d'emploi, c'est de la faute aux réfugiés, c'est de la faute à ceux qui ne veulent pas travailler, hein, on fait vite des raccourcis. Par contre, on peut trouver aussi, bien sûr, hein, des médias qui, eux, vont faire un travail un peu plus approfondi, plus d'analyse, et vous permettre de vous faire un avis. Alors, dans ce contexte-là, ce que je me suis aperçu, puisque j'ai cet engagement, hein, donc moi j'ai été longtemps au Parti communiste, aujourd'hui je ne suis plus au Parti communiste. Par contre, je suis à la France insoumise. Donc je suis resté quand même dans une certaine lignée politique. Et moi, mon projet politique, c'est d'une part une société où ce ne serait pas la compétition, mais la coopération. On est pour une agriculture paysanne, pour pouvoir se libérer du lobby agroalimentaire. On est bien sûr pour la transition énergétique, sur une démocratie où on arriverait plus vers une écoute des habitants, des citoyens, voire pourquoi pas, un jour ou l'autre, faire disparaître l'État. Hein. On peut imaginer une démocratie effectivement beaucoup plus horizontale. Et en constatant ce que je lis ou ce que je vois à la télé ou même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bien moi j'ai quand même l'impression que dans les médias, ce qu'on met en avant, c'est un modèle de société qui est celui du marché, qui est celui du libéralisme. On a finalement assez peu la parole, on parle assez peu de nos propositions, et on est plus sur, c'est le progrès et la technique qui va sauver le climat, on ne peut pas fermer les centrales nucléaires, la loi du marché, c'est elle qui va réguler avec sa main invisible les problèmes que chacun rencontre. Et puis, si les riches gagnent beaucoup d'argent tout en haut, par ruissellement, il n'y aura pas de problème. Ceux qui sont en bas vont pouvoir vivre et avoir les besoins, répondre à leurs besoins. Alors, moi, dans mon mouvement, je vais poser ça parce que ça m'ennuie maintenant. Dans mon mouvement, on dit aussi que si c'est comme ça dans les médias, eh bien en fait, c'est très certainement parce que 9 milliardaires posséderaient 90% en France, hein, 90% de l'ensemble des médias. Alors moi, je me suis dit, puisque un de mes soucis souvent c'est vérifier, en fait c'est un de mes traits de caractère, j'aime bien aller vérifier ce qu'on me dit. Alors, je me suis dit, il faut aller chercher du dossier, il faut aller voir comment ça se passe, il faut creuser. En fait, la première réflexion que je me suis faite, c'est que pour fabriquer de l'information, bien sûr, il y a les propriétaires des médias, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a aussi des journalistes, il y a aussi des rédacteurs en chef, il y a aussi des directeurs de chaînes. On va retrouver aussi des intellectuels dans les débats, on a des experts, on a des directeurs d'instituts de sondage, on va trouver des hommes politiques, ou des femmes politiques, on va trouver aussi des journalistes vedettes hein, qui présentent les actualités, qui animent les débats politiques. Donc quand même, ça fait quand même beaucoup de monde. En théorie, on pourrait se dire quand même, si on nous trompe, il y a quand même dans toute cette masse-là les gens qui devraient bouger. Et puis ça ne bouge pas tellement. Et puis il y a un autre acteur, moi, que j'interpelle et à qui je dis, vous pouvez faire quelque chose, c'est les citoyens, c'est vous. On peut, d'une part, s'intéresser à des médias alternatifs, il en existe en France, il en existe en Suisse, il y en a un peu moins en Suisse, ça paraît un peu plus compliqué, mais bon, il y a quand même des possibilités. Et puis on peut aussi aller vérifier l'information, parce qu'il n'y a pas seulement aller aider et consolider un média alternatif, il y a aussi le fait, même dans les groupes où on est, je ne sais pas, moi j'ai été au PC, aujourd'hui je suis aux Insoumis, et ça pourrait être le cas des Colibris ou d'Europe Écologie Les Verts, même dans les groupes où on est, il faut creuser et vérifier l'information. Alors,
j'ai trouvé quelque chose qui était intéressant, c'est voilà, ce schéma-là. Alors ce schéma-là, c'est le schéma des propriétaires des médias en France. Alors on parlait de 9 milliardaires. Moi quand je regarde, alors vous pouvez le regarder tout à l'heure, hein, j'ai tout essayé en vidéo, de toute façon, c'est quand même écrit petit. Hein. On a en fait 15 propriétaires qui sont souvent des familles, parce que les milliardaires, on nous parle souvent de la tête d'affiche, mais en général derrière, il y a 10, 15, 20, parfois 100, voire plus actionnaires de la même famille. Donc on a une quinzaine de familles qui sont repérées par le magazine Challenge, qui, dans les 500 familles françaises les plus riches, donc classe, et on retrouve 15 de ces familles. Donc c'est vrai qu'on trouve notamment des milliardaires comme Bernard Arnault, Drahi, Lagardère, Bouygues, Bettencourt, qui y a d'autres, Xavier Niel, je ne sais plus si je l'ai dit, enfin, on retrouve effectivement ces milliardaires, mais on trouve aussi d'autres, par exemple, des banques. C'est surprenant, hein, il y a le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Alors, le Crédit Mutuel, par exemple, il a une dizaine de journaux régionaux en France. Alors moi, ça m'a un petit peu étonné, là aussi, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est un monsieur qui s'appelle Laurent Mauduit, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Main basse sur l'information. C'est un journaliste, Laurent Mauduit. Il était au Monde, et quand le groupe Le Monde a été racheté par Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre Berger, eh bien à ce moment-là, lui et d'autres, hein, ont quitté le journal en disant, à partir du moment où on est effectivement sous chapeau de gens qui ont des intérêts privés très forts, on ne pourra plus faire notre métier correctement. Donc ils ont quitté, ils ont créé Mediapart. Et lui, donc il a écrit dans ce bouquin, sur le Crédit Mutuel, il explique pourquoi. Comme pour les milliardaires au niveau national, le Crédit Mutuel, qui sont une banque de proximité, ça leur permet de se faire ouvrir les portes, notamment des collectivités territoriales locales. Parce qu'ils font beaucoup d'affaires au local. Il cite le cas du Dauphiné, je crois que c'est le Dauphiné. Ouais. Il dit, par exemple, le Dauphiné, quand il est en Haute-Savoie, où c'est plutôt très à droite, le Dauphiné il fait la promotion des élus de droite. Quand il est dans l'Isère, où c'était il n'y a pas très longtemps, presque essentiellement du PS, il fait la promotion des idées du PS. Ils n'ont pas d'idée précise, la seule chose qui les intéresse, c'est effectivement de pouvoir se rapprocher du terrain, de la proximité et des élus locaux. Et ça ouvre les portes. Et c'est le sens de tous les autres aussi. À partir du moment où je possède et je renforce mon influence, je renforce aussi ma position dominante, c'est des portes ouvertes pour mes affaires et pour l'augmentation de mon profit. Là-dedans aussi, on a un certain nombre de familles qui possèdent des groupes de presse en général régionaux. Par exemple, il y a la famille Saint-Cric, dans le centre de la France. La famille Saint-Cric, par exemple, elle a un membre de sa famille qui est aussi, sur Antenne 2, responsable de la page politique. On a aussi une famille qui s'appelle la famille Bellet. Alors la famille Bellet, c'est intéressant là aussi, parce que lui, il a été appelé par, alors c'est un Premier ministre, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un truc qui s'appelle Manuel Valls. Ça fait longtemps hein, maintenant, hein, on l'a bien oublié. Et Manuel Valls, donc il a appelé Bellet parce qu'il avait un ministère, il fallait qu'il trouve quelqu'un. Alors le problème, c'était un problème de conflit d'intérêt. Alors Bellet, il connaît le conflit d'intérêt parce qu'il a à la fois un groupe de presse dans sa région qui est dominant, et lui, il a été député, maire, sénateur, conseiller général, président de conseil général, la totale quoi. Hein. Mais là, quand même, bon, c'est le niveau national, donc il quitte sa place de PDG, et son ex-femme, qui porte toujours son nom, il lui dit, écoute, tu vas prendre la place. C'est toujours en famille hein, qui dirige leur groupe. Hein. Elle dit, bon, ah, d'accord. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'elle, elle était au ministère des Affaires extérieures, des Affaires étrangères. Elle était dans un ministère où c'était à cette époque-là Laurent Fabius, qui lui va quitter aussi le ministère pour aller au Conseil constitutionnel. Et si je cite ça, si je cite Saint-Cric ou Bellet, c'est parce que quelqu'un qui s'appelle Aude Lancelin, dont j'ai dit là aussi qui s'appelle Le Mondier, qui elle s'est fait virer, c'est un monde plutôt parisien, qui habitent les mêmes quartiers, vont à peu près en vacances aux mêmes endroits, et fréquentent les mêmes clubs en gros. Quoi. Donc voilà, sur les propriétaires des médias en France, on y reviendra au fur et à mesure pour parler de certains plus particulièrement. Je me suis intéressé un petit peu à la Suisse quand même, mais bon, mes connaissances sur la Suisse, sur les médias suisses, sont relativement restreintes, j'ai mis quelques jours à chercher. Alors je me suis aperçu que voilà, vous avez un groupe particulièrement très puissant qui s'appelle Tamedia, qui en ce moment fait un peu la une des journaux, puisqu'il regroupe, il concentre. Alors c'est ce qu'on a vécu nous en France, attention micro, c'est ce qu'on a vécu nous en France, la concentration. À chaque fois qu'ils font une concentration, comme par hasard, il y a des économies à faire, on licencie une partie des journalistes, et on diminue les moyens des journaux, ce qui fait que
le journaliste qui devrait être un journaliste qui creuse des sujets, des journalistes d'investigation, ben, si on réduit les moyens du journal, on réduit aussi la qualité de l'information. À chaque fois, ils en prennent la qualité de l'information. Alors, je me suis aperçu qu'il y avait, en fait, vous avez 4 grands groupes, quoi. Il y a, où c'est que je les ai mis? Je les ai trouvés, il y avait Ringier, et puis j'ai trouvé, oui, Ringier, NZZ, ça j'ai vu aussi, ils avaient fait d'ailleurs des regroupements, et puis j'ai retrouvé un Français, un certain Philippe Hersan, qui a quasiment déposé le bilan en France, et après vous l'avez accueilli, il a commencé à acheter des journaux, il a créé un groupe, c'est pas le numéro 1, c'est plutôt le numéro 4, hein. Mais voilà, il s'est réinstallé. Alors Hersan, c'était un groupe important en France dans les années 70-80. Ils avaient Le Figaro, par exemple, ils avaient pas mal de journaux régionaux, je crois qu'ils avaient France Soir aussi. Et puis, ils avaient beaucoup concentré. Et quand on a eu François Mitterrand, eh bien, les élus socialistes, ils ont travaillé à une loi anti-concurrence qui empêchait, par exemple, d'avoir plus de 30% de l'audience dans la presse, ou sur une radio, ou sur une télé, et qui interdisait d'ailleurs d'avoir presse, radio et télé en même temps. Bon, cette loi, elle n'a pas fait long feu, puisque derrière, c'était un Premier ministre qui s'appelle Jacques Chirac qui l'a abrogée. Mais voilà, vous avez quand même, alors, a priori, vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus, un champ beaucoup plus restreint qu'en France, hein. Donc la concentration, elle est encore, à mon avis, plus violente. J'ai trouvé un journal indépendant qui est le Courrier. Donc j'ai été voir. Alors, c'est marrant le Courrier parce que je regardais comment ça fonctionnait et ça me rappelait un peu le journal de l'Humanité. Parce que là derrière, il y a des gens qui font des dons, il y a des gens qui achètent le journal aussi parce que c'est par rapport aux idées qu'ils défendent, ils y retrouvent. Alors, on est dans une démarche où, voilà, quand on a un média qui nous convient et qui nous donne de l'information un peu plus creusée, un peu plus travaillée, on a intérêt à le soutenir. J'ai regardé aussi, si vous... Alors, si, entre parenthèses, vous avez un truc bien en Suisse aussi, vous avez accueilli un monsieur qui s'appelle Patrick Drahi, qui est le patron d'un grand groupe média français, et au-delà, puisqu'il est aussi au Portugal, en Israël. C'est un monsieur alors, qui s'est installé à Zermatt. Je ne sais pas pourquoi. C'est surprenant, non? C'est quelqu'un aussi qui a énormément créé un groupe par l'emprunt et qui aujourd'hui d'ailleurs rencontre quelques difficultés. Et puis juste pour finir, j'ai essayé de voir si vous aviez aussi des médias alternatifs. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais bon, j'ai cherché un peu, mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le réseau, c'est plus compliqué. J'ai trouvé des choses comme la revue durable, c'est un truc écolo en fait, c'est un site. Ou encore acheter moins, ça semble être plus lié à la décroissance. Vous avez aussi Page de gauche, je ne vous dis pas de quoi c'est. Et puis il y avait un truc satirique, Vigous, ça s'appelle aussi. Voilà. Donc vous avez aussi quand même, vous, des médias alternatifs, mais vous avez quand même une concentration énorme. Et vous allez avoir au mois de mars, a priori, une votation sur la question de la redevance par rapport aux médias publics. Ce qui pose, à mon avis, un autre problème, c'est que même si les médias publics, malheureusement, très souvent, diffusent aussi les idées libérales, hein, ils sont dans le champ des dominants. Il n'empêche que, malgré tout, ça conserve un certain pluralisme. À partir du moment où on supprime la redevance, je pense à la télé publique et au réseau public de Suisse, je ne vois pas bien comment ils vont pouvoir se financer. Ce qui veut dire que si c'est des annonceurs, si c'est du privé, l'information, elle sera tenue par ceux qui payent. Quoi. Ceux qui payent, comment? Alors voilà, ce que je voulais vous dire sur la Suisse. Je ne vous en dirai pas plus, que je n'ai pas retrouvé vraiment d'autres choses. Dans ce que j'ai pu aussi chercher, vérifier, j'ai vérifié sur moi. Je me suis dit, mais moi, est-ce que j'ai été influencé? Pas du tout, effectivement. Alors j'ai cherché un peu loin. L'intérêt de la conférence gesticulée aussi, c'est qu'il faut chercher un peu dans votre mémoire. Alors j'ai trouvé, je me suis rappelé, milieu des années 60, j'avais à la maison mon père, on était en région parisienne, hein, il travaillait à Saint-Ouen, tous les matins il partait en Solex à la gare. Après il prenait le train, le métro, bus, etc. Et le soir il revenait toujours très tard, il partait à 6h, hein, il revenait à 20h. Il y avait toujours au moins un ou deux journaux, et c'était souvent France Soir et Le Parisien. Et à la maison, même petit, tout le monde feuilletait France Soir et Le Parisien. Et puis le dimanche, on avait quelqu'un qui toquait à la porte, c'était un moment sympa, parfois même il venait boire l'apéro. C'était un militant communiste qui amenait l'Humanité dimanche. Et l'Humanité dimanche, c'était un moment sympa aussi, il y avait souvent une bande dessinée d'ailleurs. Et puis un jour, il est venu avec une bande dessinée pour moi. C'était Pif le chien.
c'était Pif le chien, et à partir de là, j'ai reçu régulièrement Pif le chien. Alors, c'était pas encore Pif Gadget, il y a un Pif Gadget qui va sortir quelques années plus tard, et qui va être très populaire. Mais alors, ce qui était marrant, c'est que ma mère, elle, le mercredi, elle m'achetait le journal de Mickey. Alors, j'avais la bande dessinée des camarades le dimanche, et la bande dessinée de la multinationale numéro 1 du divertissement et du loisir, le mercredi. Et donc la question à vérifier, c'est est-ce qu'il y a une influence avec ces bandes dessinées? Alors, je vais vous raconter une petite histoire de Pif le chien. Pif le chien, il visite un peu les pays dans le monde, et il va dans un pays qui s'appelle Montako. Montako, c'est un pays qui a des frontières avec la France. Quand il rentre dans le pays, il voit sortir le prince de Montako, il y avait un prince, et son premier ministre. Il dit, mince, il faut prévenir le peuple. Alors il faut qu'il aille en centre-ville pour voir les Montaquins. Et le prince a abandonné sa limousine. Alors hop, il prend la limousine, il arrive en centre-ville, et là c'est la fête en fait. Le peuple, il est en train de... C'est des balles populaires. Mais quand ils voient les limousines, ils arrêtent tout de suite. Ils arrêtent tout de suite parce qu'en fait le prince ne supportait pas que le peuple fasse la fête. Alors bien sûr, Pif il descend de la limousine et il dit, attendez, c'est pas le prince, il est parti. Vous êtes libre. Votre prince et le premier ministre ont quitté le pays. Vous êtes libre. Alors, c'est pas si simple avec le peuple, hein, parce qu'eux, ils disent, ouais, on est super contents, mais il faut quand même quelqu'un qui dirige, quoi. Hein. Alors, ils disent à Pif, bah, tu vas être notre nouveau prince. Et Pif, il dit non au début. Et puis, c'est un communiste, quand même, il est malin. Hein, il a une analyse politique, quand même. Alors, il dit, bah, d'accord, mais il y a une condition. Que je puisse abdiquer quand je veux. Et convoquer une assemblée générale du peuple devant le palais, afin qu'on puisse en parler. Il monte sur l'estrade, c'est noir de monde, hein, et il rédige son abdication devant, mais dans le décret d'abdication, il met aussi la création d'une commission avec Pifou, Tonton, Tata, Arthur, tous ses amis. Il faut une commission pour rédiger une constitution, une nouvelle constitution, pour créer la République de Montako, avec l'idée que ce soit le peuple qui la dirige. Donc vous voyez, Pif le chien ne faisait pas de politique non plus. Alors Mickey c'est différent. Mickey c'est différent. Déjà derrière, Dingo, lui, il fait des affaires. Ça, vous ne le trouvez pas dans Pif. Hein. Et puis, au milieu, il y a une petite histoire aussi où Picsou, vous savez, Picsou, c'est celui qui est dans son coffre, qui est toujours assis sur un tas d'or. Et donc Picsou, en fait, il le montre, c'est un travailleur, c'est un entrepreneur, gagne de l'argent, hein, il y va, il a de la niaque. Et son médecin dit, il dit à Donald, écoute, votre oncle, il faut l'emmener un peu à la campagne, là, parce qu'il va faire un burn-out. Ah, là, c'est pas marqué le burn-out, c'est moi qui... Et bien sûr, Picsou dit, non, c'est pas possible, il y a les affaires. Hein. C'est du boulot, les congés, c'est pas pour nous. Alors, Donald et ses neveux, ses 3 neveux, finalement, ils l'attrapent de force et ils l'obligent à aller à la campagne. Alors, ils vont à la campagne, et puis, ils sont dans un chalet avec une rivière, une cascade. Et puis il n'a pas de chance, Picsou, parce qu'en fait, un matin, il regarde la cascade et il voit comme si c'était de l'or qui coulait. Donc il va avec les neveux au pied de la cascade, paf, ça s'est arrêté. Le lendemain, pareil, ils y vont, et effectivement, qu'est-ce qu'il a trouvé pour une rivière dans laquelle il y avait de l'or? Alors vous voyez, la bande dessinée de Mickey, elle n'est pas tout à fait sur les mêmes contenus que celle de Pif. Et puis il y avait autre chose dedans aussi qui était un peu de publicité, notamment il y avait le Club Mickey. Alors le Club Mickey, on vous envoyait des informations sur, par exemple, les parcs d'attractions qui s'ouvraient, les films d'animation qui étaient créés, ou aussi les produits dérivés, vous savez, les jouets. Alors mes parents, bien sûr, ils se sont dit, on va lui offrir quelques jouets. Hein. C'est pas drôle. Ma femme, elle me dit que en fait, j'avais pas besoin. Normalement, je suis équipé déjà. Alors voilà. Bon, je les ai pas mis souvent. Et puis, il y avait autre chose. Alors ça, par contre, j'ai adoré. C'est mon puto. C'est un super objet. Alors celui-là, je l'ai trouvé sur Internet. Il a un peu subi les années quand même. Hein. Mais voilà, et j'ai joué longtemps. Ah, mais j'ai décidé de ne pas le réparer. Il a laissé tel que. Voilà, mon petit Pluto. Alors j'en avais 3 des Plutos. Et ça, c'était le plus petit. Il y en avait 2 autres qui étaient un peu plus grands, qui devaient faire 40 cm. Je sais pas, je les ai gardés. J'ai joué avec jusqu'à 10-11 ans, facile. Hein. Alors c'est marrant parce que j'avais 3 Plutos, comme ça, en bois.
Il n'a plus d'oreilles. Il a encore la queue, mais il n'a plus d'oreilles. Et aujourd'hui, j'ai 3 chiens. Un Saint-Bernard, qui s'appelle Jaurès. Un bouvier bernois qui s'appelle Gandhi. Et un petit chien de chasse qu'on a récupéré à l'Espéra qui s'appelle Jimmy. Donc je ne vais pas faire de la sociologie reproductive d'un détail. C'est quand même bizarre. Hein. Voilà, je vais enlever les oreilles quand même parce que je trouve que c'est pas raisonnable. Voilà, alors, dans mes recherches aussi, je me suis décidé à aller vérifier si, à une période bien précise, c'est les élections présidentielles en France, si l'ensemble de ces journaux et de ses propriétaires, mais aussi des journalistes, des rédacteurs, des directeurs, etc., avaient traité les candidats de façon égale. Et pour ça, j'ai été rechercher les pages de couverture pendant plusieurs semaines, presque tous les jours. J'ai fait ça au mois de septembre, non, un petit peu, oui, septembre. Ça allait de Paris Match, Marianne, Le Point, l'Obs, Monsieur Bricolage, enfin c'était incroyable. Alors, ce qui était intéressant aussi de voir, c'est, d'une part, il est toujours présenté avec plus ou moins le sourire ou un sérieux, mais un homme très positif. Et alors les commentaires, je les ai mis derrière, mais je vois pas. Alors, les commentaires, c'est ça. Et pourquoi pas lui? La fusée Macron, je veux dire, c'est mot à mot. Hein. La bombe Macron. Macron, ce que je veux. Mais il y avait un endroit, il y en a un, il avait écrit le King. 61. Alors ensuite, le deuxième, lui, il n'est pas une bonne, il n'est pas arrivé en bout, c'est un certain Fion. Fion. Alors Fion, lui, j'ai trouvé 17 pages de couverture. Alors les remarques n'étaient pas très violentes, puisque c'est un monsieur qu'on a accusé d'avoir utilisé l'argent public pour sa famille. Alors lui, les remarques, les commentaires, c'était Fillon face à lui-même, l'interview reconquête, et puis Charlie Hebdo avait fait un truc sur maintenant la sextape, avec donc dessiné Fillon et Pénélope, sa femme. Hein. Bon, et 17, déjà, c'est beaucoup moins de 61 quand même. Hein. Le troisième, c'est Madame Le Pen. Alors elle, par contre, les commentaires, je vous dis pas, hein, c'est vraiment... Hein, on est sur malvenu chez les ch'tis, jamais, dégage Marine. On y allait quand même, ça ne l'a pas empêché d'être au deuxième tour d'ailleurs, hein, mais bon, les commentaires étaient quand même assez violents. Ensuite, j'ai trouvé Jean-Luc Mélenchon. Donc elle, j'ai pas dit, c'est 12 elle, 12 pages de couve. Donc ça, c'était entre janvier 2016 et juin 2016 et juin 2017. Lui, j'en ai trouvé 10. C'est possible que j'en ai loupé une ou deux, hein, mais bon, assez peu quand même. Hein. Alors là, on a commencé aussi à avoir des commentaires pas toujours sympathiques. Hein. Par exemple, à l'heure actuelle, il parle de l'enragé. Politique, ça va, c'est que veut Mélenchon, bon. Mélenchon peut-il vraiment y arriver? J'avais un commentaire sur Macron où ils avaient enlevé vraiment. Macron peut-il y arriver? Là, ils ont juste rajouté vraiment. Et puis vous avez Alessandre Plantu qui fait le parallèle entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avec un brassard nazi, l'ascension des néo-populistes. Déjà, bon, Marine Le Pen, c'est pas ma tasse de thé, hein, mais je ne suis pas sûr que ce soit, d'ailleurs on l'a vu aux élections, elle est au deuxième tour, je ne suis pas sûr que ce soit simplement dans les commentaires négatifs qu'on arrive à éliminer quelqu'un. Et puis voilà, le dernier, le cinquième, alors lui ils l'ont méprisé, on peut le dire, hein, c'est un certain Benoît Hamon. J'en ai trouvé que 4. Je pense que s'il y en a un cinquième, c'est possible, mais c'est tout. Alors lui, c'était les feignants sont leurs candidats. Ça, c'est Charlie Hebdo. C'est par rapport au revenu universel. L'autre, c'est la rupture. Regard, c'était gauche, union impossible. Et Charlie Hebdo, c'était Fauché en paix l'ascension. Il n'y avait quand même pas beaucoup de choses qui le soutiennent. Hein. C'était quand même assez dur, le pauvre. Et Jacques Valls et De Rugy vont abandonner son route. Donc 61, et si vous faites le calcul des autres, hein, 17 et 12, 29, 39, plus 4, ça fait 43. 61 et 43, on voit qu'il y a quand même un décalage. Ça doit jouer quelque part, moi je pense. Hein. Alors je me suis aperçu aussi qu'il y avait, je vais parler des amanita tumouche. Alors l'amanita tumouche, donc c'est un champignon, si vous le consommez, il est hallucinogène, voire vous allez un peu délirer. Alors là, il y a des journalistes qui ont dû en consommer. Ça, c'était l'Express après son élection. Alors d'abord, bon, il est toujours avec le sourire et les dents blanches, c'est extraordinaire, c'est vraiment un beau gosse. Alors là, c'était
tsunami aux législatives, il va sauver la planète face à Trump. Poutine, même pas peur, il marche sur l'eau. Macromania. Alors, bien sûr, c'est comment, on se moque un peu, mais dans l'article qui est dedans, voilà, on soutient quand même. Hein. Alors, ce qui était marrant aussi, si vous regardez les couleurs, si vous avez la curiosité d'aller sur Internet et de chercher un journal qui s'appelait Salut les copains dans les années 60, c'est exactement comme ça que ça se passait. Avec des étoiles, des petits cœurs, mais dessus vous aviez Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Claude François. Et bien là, nous, on a Macron. Et puis alors, le top du top, celui-là, je l'adore. Il est vraiment magnifique. Si vous pouviez avoir un jour des responsables politiques balancés comme ça, je vous le souhaite. Macron. Hein? Un président avec des tablettes de chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est quand même pas mal. Alors là, garçons, à mon avis, eux, ils ont non seulement consommé, mais ils ont fumé aussi. Hein. C'est pas possible. Hein. Mais j'ai adoré celui-là, franchement. Mais la manip du mouche, il faut cracher. Hein. Ah bon? Ah ouais, parce que ça... Je n'ai pas essayé. Non, bah voilà. Alors, la question qui vient après aussi, sur ces médias, pour l'instant, petit à petit, je commence à avoir un soupçon quand même qu'une majorité de ces médias, avec ces propriétaires milliardaires, ils défendent comme un point de vue privé et pas du tout l'intérêt général, et ils ne font pas une information libre. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé qu'en 1945, quand on a libéré la France, eh bien, il y avait un Conseil national de la résistance, et il y a eu aussi un gouvernement provisoire, qui avait fait un programme qui s'appelait les Jours heureux. Et dans ce programme, ils avaient prévu, et ils ont fait des ordonnances liées à la liberté de la presse. Je vais vous en lire quelques lignes. Alors, ils avaient fait ça aussi parce que, entre 40 et 45, beaucoup de groupes de presse ont collaboré avec les nazis et avec Vichy. Et puis les militants syndicaux, ils avaient connu aussi ce qui se passait précédemment, avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que la presse était déjà aux mains des patrons, notamment il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait, les forges, les industriels qui avaient une organisation patronale très puissante qui possédait les journaux. Et en plus, ces journaux avaient souvent bénéficié de fonds de sociétés financières qui étaient en fait des escroqueries, comme par exemple Panama ou les emprunts russes, ou des choses comme ça. Mais le sachant, ils continuaient de faire la pub et en même temps, ils ont été payés. C'était des vrais escrocs. Alors voilà. Ces ordonnances, elles ont été faites initialement pour travailler pour redonner de la liberté à la presse et pour les libérer des puissances de l'argent, mais aussi de l'État, aussi du gouvernement. La première ordonnance du 6 mai 1944, elle a aboli la censure et a rétabli un régime, c'est la loi de 1881. En fait, avant 1881, entre la Révolution française et 1881, en France, vous ne pouviez pas créer de journaux, sauf à avoir l'autorisation. Et la censure était permanente. Alors par contre, cette loi, elle est extraordinaire. Il y a le premier article, je vais vous le lire en entier, mais vous allez voir, ça va être court. L'imprimerie et la librairie sont libres. Voilà. Je trouve ça extraordinaire. Alors ensuite, les ordonnances, il y en a d'autres qui vont d'abord saisir les biens de ces médias et de ces groupes de presse pour les redonner aux journaux qui étaient issus de la résistance. Et puis il y avait quelque chose qui était intéressant, c'est il y a eu un syndicat de la presse qui a été créé et ils ont écrit ça, eux. D'abord, ils écrivaient ça, ils disaient que la presse devienne une maison de verre. Et cette fédération de la presse, elle a affirmé dans ses textes que la presse n'est pas un instrument de profit commercial. Ça ne serait pas une marchandise, mais un instrument de culture. Sa mission est de donner des informations exactes, de défendre des idées, de servir la cause du progrès humain. La presse libre, quand elle ne dépend ni de la puissance gouvernementale, ni des puissances d'argent, mais de la seule conscience des journalistes et des lecteurs, donc est susceptible de permettre le pluralisme et la démocratie dans un pays. Alors, si je compare avec ce qui se passe aujourd'hui, là j'ai pas relu l'article aussi qui parle de morale, c'est-à-dire qu'ils disent pour acquérir et pour être patron de presse, ben, il faut avoir de la morale, il faut avoir de l'éthique. Et on n'a pas le droit non plus d'avoir de la fabrication du papier jusqu'à la distribution du journal,
on n'a pas à avoir, même pas de façon verticale, à avoir cette concentration. Il y avait aussi des ambiances contre la concentration. Alors quand on regarde un peu, ne serait-ce que par rapport à la morale, dans ce schéma, on parle d'un monsieur qui s'appelle Xavier Niel. Xavier Niel, il a acheté un groupe qui s'appelle Le Monde Libre. Donc il y a Le Monde, l'Obs, La Vie, Prier, et avec un directeur d'une banque qui s'appelle Mathieu Pigasse, et avec un monsieur qui s'appelle Pierre Berger, qui est décédé. Donc ils sont plus que deux. Et Xavier Niel, c'est original quand même, parce qu'à cette époque-là, il n'aurait pas pu acheter un journal. Pour la raison suivante, il a bâti sa fortune sur le Minitel Rose. Puis, il a eu aussi des sex shops. Alors, c'est un homme qui n'a pas de chance, parce que dans un de ses sex shops, un de ses gérants l'a transformé en bordel. Et comme c'était en France interdit pour ce métisme, il a eu des ennuis par rapport à ça, parce que bien sûr, ça a été découvert. Et puis, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, ce fameux proxénète, régulièrement, tous les mois, apportait de l'argent liquide à Xavier Niel. Alors, Xavier Niel ne savait pas d'où venait l'argent, bien sûr. C'est un peu honnête. Et puis lui, il ne savait pas non plus qu'il fallait déclarer l'argent. Donc, bien sûr, au bout d'un moment, il les a accumulés, mais sans le savoir. Et donc, il est passé au tribunal. Alors, dans un premier temps, il a même fait de la prison préventive. Hein. Finalement, il n'a pas été condamné pour proxénétisme, mais pour abus de biens sociaux. Il a quand même eu 250 000 € d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Il n'a pas fait appel. Moi, je me demande pourquoi. Et bien, ce monsieur, il dirige aujourd'hui un grand groupe de médias et en plus, il est patron de Free. On pourrait parler aussi de M. Tapi, hein, qui a racheté la Provence. Alors lui, il séjourne dans les tribunaux, hein, c'est pas... On a Drahi qui, lui, a aussi des têtes de partout, et puis on pourrait parler en conflit d'intérêts de Martin Bouygues, par exemple, qui, lui, c'est le bâtiment, c'est les autoroutes, c'est donc beaucoup de chantiers, beaucoup de chantiers publics, hein, donc où on négocie avec l'État, avec les collectivités territoriales. Et là, il y a un vrai conflit d'intérêts. Puisque quand on possède comme l'UTF1 un certain nombre de journaux, de radios, et qu'on peut donc se donner de l'influence, ça donne aussi des entrées. Moi, j'ai découvert ça notamment aussi dans le bouquin de Laurent Mauduit. Ça donne des entrées dans les ministères. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça conforte à la fois votre position dominante, mais aussi vos affaires et votre profit. Voilà. Alors, après ces ordonnances, on voit quand même qu'on a à l'évidence un vrai souci aujourd'hui avec ces propriétaires, mais avec ceux aussi qui les entourent et qui en sont leurs serviteurs. Moi, j'ai fait une autre expérience avec les champignons, justement pour voir un peu qu'est-ce qui était toxique, mais je ne l'ai pas fait exprès. Une fois, j'arrive dans un bois, et il y a plein de bolets de différentes sortes. Et je vais aller faire ma cueillette, comme d'habitude, hein, mon couteau, je fais attention, je respecte Lucas, etc. Je rentre chez moi, je vérifie, et mes bolets à pieds rouges, j'avais cueilli 3-4 super bolets à pieds rouges, c'est un excellent bolet. Mais ils avaient subi la sécheresse, un peu d'eau, le sol, et j'avais un doute avec un autre bolet qui s'appelle le bolet de Satan. S'il s'appelle Satan, c'est qu'il pose un problème ce bolet-là. Alors, moi j'avais été cueillir mes champignons le matin, et là on allait manger avec ma femme, il était midi. Je me suis dit, je ne vais pas empoisonner ma femme quand même, je vais faire attention. Alors j'ai découpé dans les chapeaux de 2 de ces bolets, des tout petits bouts, et je les ai mangés crus, avant le repas. J'ai prévenu ma femme en disant, tu verras, mais je pense que c'est des bons. Hein. C'est pas la première fois que je vous disais, ça m'est déjà arrivé de vérifier. Hein. J'ai dit, hein, j'aime bien vérifier, moi. Et à la fin du repas, j'ai commencé à avoir un peu mal au ventre. Je me suis dit, mon Dieu, ça y est, je me suis trompé. Et ma femme devait aller bosser, donc elle est partie 1h30. Au bout d'un moment, j'étais obligé de courir aux chiottes quand même. Hein. J'ai été pris de vomissement avec des crispations assez puissantes, très violentes. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Alors vous savez, quand c'est comme ça, quand vous avez été malade, après, vous avez tendance à aller au lavabo pour vous rincer. Je n'ai pas pu arriver au lavabo, il a fallu que je retourne direct aux toilettes. Et puis après, les fuites par tous les bouts, hein, c'est la totale. Et puis au bout d'1 heure, j'étais totalement... je transpirais comme c'est pas permis, quand vous êtes empoisonné, effectivement, là, le corps essaye d'éliminer. Et puis la perte d'eau, ça pose aussi d'autres problèmes, par exemple, ça pose des crampes, hein, c'est un autre souci. Et puis j'étais épuisé. Alors je me suis installé le long de la baignoire, sur le carrelage. Comme ça, quand j'avais été malade, hop, je passais le coude, j'avais plus beaucoup à faire, j'arrivais plus à cavaler entre le lavabo et les toilettes. Et puis au bout d'un moment, j'ai pu
même le goût, c'était plus possible. Alors ma femme est arrivée à ce moment-là. Elle arrive, elle me dit, mais t'es mort? J'ai pas pu vraiment répondre en fait, hein. J'ai ouvert les yeux, j'étais tranquille, je savais que ça n'allait pas m'entraîner des choses au-delà, mais bon, ou dans l'au-delà. Mais bon, c'était assez curieux. Alors elle a quand même téléphoné au centre antipoison. Alors avec le téléphone, je l'entendais, hein. Donc elle a dit, voilà, mon mari vient de manger des morceaux de bolet de Satan, est-ce que c'est dangereux? Alors, le médecin il répond, écoutez, est-ce qu'il est en bonne santé? Bah oui, enfin, moi j'étais par terre, oui, il est en bonne santé, pas tout à fait. Et ben écoutez, si dans quelques heures ça se calme, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça dure, il faudra l'emmener aux urgences. Ça a duré jusqu'à 22 heures quand même. Hein. Jusqu'à 22 À partir de 22 heures, ça a commencé à se calmer. Je suis quand même resté en bas dans le divan, pas très loin de la salle de bain. Et voilà, j'ai essayé de vérifier. Et ben vous voyez, comme quoi, il faut vraiment vérifier au-delà, y compris sur l'information, parce qu'on se retrouve des fois dans des situations assez complexes et dangereuses. Alors, moi j'ai... Puisqu'on parle, alors, on parlera un peu tout à l'heure des réseaux sociaux, mais moi je lis un peu la presse. Cet été, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour préparer ma conférence gesticulée, je vais regarder ce qui existe. Qu'est-ce que les gens lisent? Alors le premier que j'ai repris, je ne l'achète pas d'habitude, hein, c'est Détective. Alors ce qui m'avait intéressé, c'était de savoir comment c'était fabriqué un détective. Alors déjà, c'est un groupe de médias allemands qui a racheté la marque. Et puis alors, bon, un détective, c'est sur les faits divers, sur la peur, sur... Alors par exemple, là vous avez... Le commandant avait organisé une murder party, mais dans la cabine de la famille, il y avait un cadavre, un vrai cadavre. Une femme étranglée, cabine D726. Meurtre sur un palier. Et puis là, ils annoncent qu'ils ont l'exclusivité sur l'affaire Grégory, bien sûr. Alors, quand vous recherchez aussi, on s'aperçoit que les journalistes qui travaillent là-dedans, ils ne vont jamais sur le terrain. Ils ne font pas, bien sûr, des enquêtes, ils ne font pas d'investigation. Ils sont sur Internet, ils vont chercher ils vont à l'AFP, ils vont chercher des images, et ils écrivent au kilomètre, et c'est des gens très précaires en fait, hein, qui ont bien du mal à vivre. Alors, si ça intéresse, je peux le prêter. Et puis si, parmi vous, il y a quelqu'un qui a des problèmes de couple, par exemple, il y a une pub intéressante, là, c'est mettez du piment dans votre vie amoureuse, Biomax, forte puissance. Donc voilà, si vous le voulez, je peux vous le passer, il n'y a pas de souci. C'était aussi, j'ai trouvé celle-ci, celui-là, ce magazine, c'est Télévision. Alors Télévision, il m'a intéressé parce que je me suis dit, conférence gesticulée, j'arrête tout. Qui manipule l'info? On va avoir la réponse. Donc j'ai lu, j'ai bien lu, et eux ils expliquent qu'en fait, personne manipule l'info. La télévision n'influence personne. Et ça fait plutôt... ça fait plutôt la pub à un certain nombre de gens comme El Kabash, Pujadas, on a Drucker. Donc en fait, la question est posée, mais la réponse, c'est la leur, quoi. Ça appartient à un groupe qui s'appelle Lafon Presse, qui fait 120 à 130 magazines tous les ans comme ça, et qui font de l'argent avec ça. Et là aussi, les journalistes sont des gens qui ne vont pas sur le terrain et qui sont payés au lance-pierre. Voilà, après j'ai acheté celui-là, il m'avait intéressé aussi parce que c'était l'Express. Il disait, qui sont les riches? Donc moi je me dis, je vais trouver les photos. On va voir qui c'est. Ils me mettent 4 billets de 500 €. Alors certes, c'est beaucoup 500 €. Mais les riches dont j'ai parlé là, ils s'en foutent de 4 000. Alors je me disais, pourquoi il n'a pas mis... Alors effectivement, les 5 premiers, c'est Dassault, c'est... je ne sais plus s'il y a Bouygues, Arnaud, Bettencourt. Et le 5e, c'est Drahi, c'est le propriétaire de l'Express en fait. Alors on peut se demander, hein, est-ce que peut-être il n'a pas supporté d'avoir sa tête sur la page de couverture. Voilà. Alors la peur, elle est très utilisée. Hein. Valeur, 15 000 islamistes près de chez vous. Nous on est une quinzaine, là. Si chacun de nous on a 15 000 islamistes, ça fait un paquet quand même. Il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Celui-là je l'ai pris parce que c'est le Figaro. Alors le Figaro c'est un journal d'opinion, ça on le savait. En filigrane, alors c'est rouge bien sûr, en filigrane vous avez Lénine et Trotsky, et devant vous avez bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Et il dit, aujourd'hui à l'Assemblée, demain dans la rue, le retour des gauchistes. C'est une information qui est un peu tronquée pour moi d'une part, et puis par ailleurs, ça ne m'embêterait pas si on avait effectivement des magazines qui soient le pendant. Hein. Alors à part l'UMA par exemple, on a quelques autres journaux, mais qui ne sont pas confidentiels, mais qui n'ont pas du tout le même impact sur les lecteurs. Je pense à Politis, à Fakir, on a des journaux, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Et puis alors là, celui-là, c'est Challenge. Donc comme les 15 milliardaires parmi les 520 000 les plus riches, j'ai quand même été vérifié aussi. Hein.
Et puis en photo, là, ce que vous avez, c'est en fait, c'est la famille Bolloré, qui est propriétaire du groupe Canal, deuxième multinationale du divertissement, du loisir, derrière donc Disney. Alors il est intéressant Bolloré parce que d'une part, il a acquis à travers Vivendi le groupe, et c'est là où on s'aperçoit que quand même un propriétaire, il peut avoir un impact extrêmement puissant sur l'information. Par exemple, lui, il a censuré un documentaire sur le Crédit Mutuel, dont le PDG de l'époque était un de ses proches, et avec qui il fait des affaires, parce que dans ce documentaire, on montrait comment le Crédit Mutuel favorisait l'évasion fiscale. Et bien, le documentaire a été censuré. Ça a été un de ses premiers actes de guerre. Après, il y a eu beaucoup de gens qui ont dégagé, il a mis ses proches, Canal+ a plongé. Hein. Il y a eu aussi une grande grève c'était ITD. ITD, ils ont fait grève, les journalistes, pendant 1 mois. Mais bon, avec Bolloré, c'est compliqué, quoi. Alors du coup, Bolloré, il a payé un peu, et puis il y en a plus d'une centaine qui sont partis. Et ils ont fait donc un truc qui s'appelle CNews. Et aujourd'hui, dans CNews, ma foi, vous retrouvez, qui c'est que j'ai vu l'autre jour, je ne sais plus s'il n'y a pas un Pujadas, s'il n'y a pas un El Kabbach, s'il n'y a pas, enfin, que des mecs de 70 balais, quoi, qui reviennent. Ce qui est important aussi, par exemple, pour Bolloré, lui aussi, il est inquiété par la justice. Ses locaux ont été perquisitionnés à Paris, parce que lui, il a beaucoup d'affaires dans ce qu'on appelait la France-Afrique. C'est-à-dire que là-bas, il a des cultures de palmes, il possède des ports, des réseaux ferroviaires. Et puis là, il serait soupçonné d'avoir payé, en fait, acheté des politiciens africains et d'avoir, d'une certaine façon, avoir aussi fait des abus de biens sociaux. Corruption, abus de biens sociaux. Encore un patron de presse qui, d'après les ordonnances de 1944, n'aurait jamais pu arriver à être là où il est. Hein. Alors, voilà, puis le dernier, je voulais quand même en parler, parce que c'est l'Humanité Dimanche. L'Humanité Dimanche, c'est de tous ces journaux-là et d'autres, c'est le seul dans lequel j'ai retrouvé un certain nombre d'informations sur les gens qui défendent leur emploi, défendent leurs conditions de travail, défendent l'écologie. Là, il y a y compris un article qui est sur un journal qui s'appelle La Voix du Nord. La Voix du Nord, elle appartient à un groupe, c'est le groupe Rossel, c'est des Belges en fait, hein, ils possèdent Le Soir en Belgique. Et La Voix du Nord, ce groupe, il a décidé, comme ça va se faire chez vous ici avec la Tribune de Genève, ils ont décidé de modifier, de regrouper, de vendre le siège social. C'est sur la place la plus huppée de l'île. Hein, donc, au passage, ça va leur permettre de financer la restructuration. Et au passage, ils parlaient à l'époque de plus de 140 licenciements. Quand vous enlevez sur un journal aussi important que La Voix du Nord 140 journalistes, en gros, derrière, pour faire de l'information d'investigation, aller chercher, faire de l'information de qualité pour nous aider, nous, à nous faire développer du sens critique, quasiment, c'est plus possible derrière. Alors, je vous ai parlé de PIF, et j'ai découvert aussi derrière que PIF était réédité. Il y avait à nouveau des PIF. Alors, comme Le Courrier, comme Fakir, comme Politis, comme d'autres, hein, l'Humanité, ça fait partie de ces journaux qui sont indépendants. Ils sont propriétés du Parti communiste encore, hein, mais ils sont indépendants. C'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Hein. Je vous ai parlé du groupe Le Monde, par exemple, on a Le Monde diplomatique. Ils font partie du groupe Le Monde avec Xavier Niel qui est patron, mais par contre, ils ont un statut de la rédaction très spécifique qui fait qu'ils sont indépendants, ils sont autonomes. Et si vous regardez les contenus du Monde diplomatique, je pense que si demain Xavier Niel, il pouvait y mettre le nez dedans, il ne gênerait pas parce qu'ils sont quand même très critiques. Je sais plus ce que je voulais vous dire après, mais on va trouver. Ah, si, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Je vous ai parlé de PIF, qui a quand même une autre responsabilité dans mon engagement politique. Eh bien, je ne savais pas que 10 ans plus tard, j'allais retrouver mon fameux PIF. C'était dans une manif à Paris. Donc c'est toujours dans les années 70, moi j'ai adhéré au mouvement de la jeunesse communiste. Et comme je suis au mouvement de la jeunesse communiste, régulièrement, assez souvent, on monte à Paris dans les manifs. Mais nous, on est dans la Marne, à Chalon-sur-Marne. Alors nous, on monte à Troyes. Quand on arrive à Paris, à cette époque-là, le mouvement de la jeunesse communiste était un mouvement très étoffé. Il y a 10 000 manifestants. Alors c'est Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Paris, le Nord, Bouches-du-Rhône. Et puis il y a des mots d'ordre. Alors, vous, en Canada, vous suivez. Alors on avait un truc comme ça. Vous allez voir. En partant en courant, ça. Vous ça. Pif! Pifou! Tonton, tata, tu! Globe! Pas globe! Ça c'est de la dialectique! Et tout recommencer. Allez! Pif! Pifou!
tonton tata Arthur, globe, pas globe, ça c'est de la dialectique. Il y avait des tas de trucs avec globe, ça. Il n'y avait qu'un problème, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas du tout ce que voulait dire le mot dialectique. Et puis même le globe par globe, j'avais pas compris moi à l'époque. C'est plus tard que j'ai réussi à piger. Ça, j'avais même oublié d'ailleurs. Si je ne fais pas la conférence gesticulée, ça ne revient pas dans ma mémoire, au-dessus. Et le globe par globe, en fait, c'était se moquer de nos opposants. Je respire un peu, parce que... c'est-à-dire qu'on leur disait, en gros, c'était soit on fait de l'argent, on fait du profit, il n'y a qu'un type de société, c'est le marché, soit rien n'existe. En gros, c'était ça, globe, pas globe. Nous, communistes, c'était autre chose. On avait une analyse politique scientifique. C'était le marxisme. Donc, on ne pouvait pas se tromper d'une part. Ah bah oui, c'est scientifique. Et puis, en gros, on disait la vérité, quoi. Hein, c'était ça. Alors ça, c'était l'autre facette de mon engagement communiste, c'est que, autant vraiment, le travail, le militantisme avec ces militants de base qui étaient très nombreux dans les quartiers populaires et dans les usines, c'était super. Il y avait une solidarité, il y avait, moi j'ai appris ce que voulait dire la classe ouvrière, ce que voulait dire la fraternité ouvrière. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il y avait cette partie-là idéologique qui était compliquée. On avait réduit le marxisme à ça, quoi, à la lutte des classes et à la prise du pouvoir, et on était vraiment resté un peu là-dedans. Alors, à Châlons, ville de 50 000 habitants, à Glo, on était 2000 communistes. On avait un siège social. À l'époque, ça représentait une force. Et donc, moi, voilà, moi je militais. Je m'étais rendu un jour au siège du parti, de la section de Châlons, là. Et il y avait une dame, une militante communiste dans ce siège qui s'appelait Janine. Janine, c'était une de ces militantes communistes qui faisait, par exemple, des permanences toute la semaine, enfin une fois ou deux dans la semaine. Elle accueillait tous les gens qui étaient perdus dans leur dossier, face à un huissier, face à leurs problèmes de santé, face à leurs propriétaires, face à l'aide sociale. Et elle accompagnait, elle suivait, elle était hyper dévouée, elle était militante, bénévole. Hein. Et alors, ce jour-là, elle me dit, bah, tiens, là, un paquet de tracts pour les enseignants, tu vas les emmener à Yvon, parce qu'il faut qu'ils s'arrangent pour les diffuser. Yvon, c'était le directeur de la MGEN, c'était la Mutuelle Générale d'Éducation Nationale. Moi, j'avais 18 ans, vous voyez, aller voir le directeur de la MGEN pour voir, c'était important quand même. Donc j'y vais, je lui amène ses tracts. Il était dans un super bureau, tout neuf, avec très vitré, très lumineux. Bon, moi j'étais agent de manutention, je travaillais au milieu des wagons et du charbon. Donc c'était marrant quoi, de se retrouver comme ça confronté à quelqu'un qu'on considère à ce moment-là un peu au-dessus de soi. Hein. Et on parle, il me dit, bah si, assis-toi, on va discuter. Et moi, au bout d'un moment, on parle du mur de Berlin. Et je lui dis, mais écoute, ça me pose quand même question, parce que ce mur de Berlin, quand les gens veulent le franchir, a priori, on les tue. Il y a quand même un problème. Il me dit, écoute, je vais t'expliquer. En fait, c'est la guerre froide. On a deux blocs. Un bloc socialiste qui veut nous redonner le pouvoir et sauver le monde, et un bloc capitaliste qui veut conserver le profit pour quelques-uns seulement. Et il dit, eux, ils ont des télévisions, des radios pirates qui essayent de convaincre les gens de l'Est qu'ici, on est plus riche, on y vit mieux, tout est possible. Et il me dit, il y a même des fois des agents de la CIA qui, avec des paquets de dollars, les agitent derrière pour les inciter à venir. Ah vous rigolez aujourd'hui. Cette fois-là, j'ai pas contredit. C'est resté dans ma tête, parce que si je m'en rappelle, je vous jure que c'est vrai, c'est presque mot à mot. C'était pas un bandit, c'était pas un menteur, celui qui me disait ça. Hein. C'était la guerre froide, c'était les deux blocs, et tout le monde était dans la propagande. Hein. C'était quand même, voilà, c'est cette partie-là qui était dans la propagande, qui était difficile. Hein. Alors moi, je vais en réentendre parler de ce mur de Berlin, mais bien plus tard encore. On va avancer dans le temps. C'est en 1989. Alors entre-temps, les militants communistes, ils avaient bien fait leur travail, parce qu'à un moment donné, je me suis émancipé de ma condition ouvrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. C'est vrai qu'à la SNCF, c'était pas tout à fait le pied, j'avais fait autre chose comme manœuvre un peu. Et je me suis mis à rechercher du boulot, et je suis devenu animateur en MJC, à Saint-Priest dans le Vaud. J'y avais été au bluff, hein, j'ai fait un faux CV. C'est vrai, en plus c'est vrai. Et j'étais embauché. Quand j'avais dit que je savais faire de la sérigraphie. C'est pas vrai.
J'ai passé un week-end à tirer une affiche. Ça leur a coûté 15 litres d'encre et triclot. C'était un truc. Mais bon, ça a marché. Voilà, je me suis engagé là-dedans. Et quand j'étais donc à Saint-Priest, en 1989, ça fait déjà, j'étais en 80 à Saint-Priest, donc ça fait déjà 8 ans. Il arrive donc, en novembre, le mur de Berlin s'écroule. Enfin, il ne s'écroule pas tout seul, il le casse. Hein. Et puis, en vacances de Noël, je ne remonte pas dans ma famille qui est à Chalon, toujours là-haut. C'est à 500 km. Je reste. Et il arrive un truc difficile, terrible, c'est une guerre civile en Roumanie. Hein. Les Roumains bougent aussi, ils veulent que les murs s'écroulent. Mais c'est un truc très confus. On ne sait pas trop. Ça tire, il y a des morts, qui reprend le pouvoir. C'est plus compliqué que ce que vous nous présentez les médias. Et notamment, ils s'en prennent beaucoup aux communistes. Ils disent, les communistes français, vous êtes responsables de ce qui se passe là-bas, si on tire sur les humains. Moi, qui avais défendu l'ouvrier tout le temps et qui m'étais engagé, c'est vrai que j'étais fou furieux quoi, et malheureux, parce que c'était vraiment difficile. Et puis l'humanité va sortir un 4 pages, toujours l'humanité. Comme quoi il faut quand même un support pour pouvoir combattre aussi des idées. Et dans ce 4 pages, ben, il présente Ceausescu, donc, qui était le président socialiste de la Roumanie à l'époque, avec des gens comme Nixon ou Ford, qui étaient des présidents des États-Unis, mais aussi De Gaulle, mais aussi Mitterrand, Pompidou, la reine d'Angleterre. En fait, il était en partie considéré comme un dissident du RSS Ceausescu, et tous les Occidentaux, tous les pouvoirs occidentaux sont venus le voir, l'ont fait venir, ont fait des traités commerciaux avec lui. Et donc là, nous, on était vraiment... moi, à la limite, j'ai quand même fait beaucoup moins pour Ceausescu que ce qu'a fait De Gaulle ou ce qu'a fait Nixon. Je vais profiter de ce 4 pages, je vais aller à la MJC, je vais en tirer 400-500, j'habitais dans un quartier populaire aussi. En douce, hein, je ne l'ai pas dit. Et j'ai été les diffuser dans les boîtes aux lettres. À tel point, ça m'avait retourné. Alors, j'ai un trou de mémoire, mais ça va revenir. Ah oui, ce que je voulais expliquer aussi par rapport à ça, c'était qu'à un moment donné, on se retrouve avec une dénonciation d'un massacre qui aurait eu lieu en Roumanie, dans un patelin qui s'appelle Timisoara. Et on retrouve les corps dans les Carpates. Alors les Carpates, il faut que je me rappelle bien de ça, mais c'est... Dans les Carpates, en fait, ce qui va se passer, c'est que les journaux, par exemple TF1 va annoncer qu'on a trouvé une vingtaine de corps nus de jeunes hommes. Alors lui, il va dire en fait que Ceausescu avait une leucémie. Et comme il avait besoin de sang frais, eh bien, voilà, il se faisait transfuser le sang de ces personnes-là. Et lui, donc, ils vont l'appeler... ils vont l'appeler le Dracula. Dracula était communiste, voilà. Vous voyez le niveau quand même, hein, déjà. Hein, et puis après, ça va être un monsieur qui s'appelle Gérard Carrero, qui était journaliste dans le service public à l'époque, qui va appeler à organiser des brigades internationales pour aller sauver le peuple roumain. Serge July, dans Libération, va parler, lui, de milliers de corps nus. Le Monde va se féliciter que les médias français dénoncent ce massacre et ces pays communistes qui font n'importe quoi. Et puis, ben, en janvier, un journal qui pourtant n'est pas vraiment de gauche, s'appelle Le Figaro, et ben, il annonce qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas un charnier. Ce sont 20 corps qui ont été retirés du carré des indigents à Timisoara. Et donc personne ne sait trop bien si c'était un montage délibéré pour faire de l'intox, ou si c'est des gens qui recherchaient des gens qui avaient disparu, car il y a eu des disparitions. Ce que ces journaux n'ont pas dit non plus, c'est qu'en fait, ce qui se passait en Roumanie, c'était pas le peuple qui faisait la révolution, c'est que c'était des proches de Ceausescu qui reprenaient le pouvoir. Donc en fait, on a changé, on a abattu Ceausescu, il fallait sans doute l'abattre, enfin l'abattre, il fallait le tuer, moi. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas vraiment été vers plus de démocratie, on était vers un pouvoir qui était plus proche de l'OTAN, des États-Unis et de la France. Alors, après Timisoara, et je cherche toujours ce que j'ai à vous dire, mais je vais le trouver, hein, c'est sûr. Hein. Oui, alors, ce qui est important justement par rapport à ça, c'est qu'il faut à tout prix, soutenir les médias qui essayent de nous informer, ou en tout cas soutenir pour qu'il y ait du pluralisme, parce que la démocratie sans pluralisme, c'est pas possible. Alors, toujours au Parti communiste, ce qu'on avait qui était assez important, c'était l'engagement militant
pour la presse, et notamment pour la presse communiste, bien sûr, et notamment le journal de l'Humanité. Eh bien moi, le journal de l'Humanité, je demandais à la crier dans la rue. Ça donnait un truc comme ça. Demandez l'Humanité! Demandez l'Humanité! Un journal qui ne touche rien des banques! C'était ce jour-là. Hein. Et bien, dans les années 70, à Chalon-sur-Marne, préfecture de province, 50 000 habitants, dans la rue, sur le trottoir, j'arrivais à en vendre une vingtaine. Ce qui pour moi est quand même assez exceptionnel. Si je faisais la même chose aujourd'hui, je me ferais jeter sans doute. Hein. Il y avait la capacité, la possibilité, on avait le rapport de force aussi, de pouvoir faire de la politique dans la rue. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Moi qui militais là, avec la France Insoumise et avec beaucoup de gens, d'ailleurs c'est assez marrant, mais dans la France Insoumise, beaucoup de gens n'avaient pas fait de politique, donc c'est la première fois qu'ils distribuaient des tracts, qu'ils faisaient du porte-à-porte, qu'ils collaient une affiche sur un transpo où c'était marqué interdit de coller une affiche. Voilà, il y avait tout ça, et en plus, par contre, on s'est retrouvés dans des situations, sur les marchés, dans la rue, à la porte de l'hôpital, à la porte de la Fort-de-Sier, où la police municipale, les services de sécurité, la gendarmerie, parfois des élus, venaient nous virer. On se faisait virer. C'est-à-dire qu'on venait nous dire, mais on n'en a rien à faire ici, c'est chez nous, vous ne faites pas de politique, les tracts qui vont être distribués par terre, c'est dégueulasse. La politique, c'est sale, quoi. On ne devrait plus faire de politique. L'idée des libéraux qui est d'éloigner la politique du peuple, ben, finalement, elle a commencé très largement à être diffusée. Et moi, la réflexion que ça me fait faire, c'est qu'on pense toujours qu'on a avancé, qu'on a progressé. Moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt reculé. J'ai retrouvé une phrase de Jean Jaurès, que je trouve a des connotations avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors lui, il disait ça à l'époque, c'était le 11 novembre 1913 dans l'Humanité. C'est notre devoir et c'est notre honneur d'écarter toute publicité et finance, car la finance et la politique sont si étroitement mêlées, les rapports du capitalisme et d'État sont si multiples, les concessions de tout ordre mettant si complètement aux prises les intérêts de tout capitalisme et ceux de la nation, les emprunts extérieurs et la diplomatie s'enchevêtrent de si étranges replis, de nœuds si multipliés, qu'un journal n'est libre de son action qu'à la condition de rejeter subventions et concours financiers qui, pris en soi, pourraient paraître innocents à des citoyens attentifs. L'effort de la finance pour s'emparer partout des ressources d'information est immense. Bientôt, un journal pleinement indépendant sera un des grands luxes de la pensée humaine. Ce qui est important quoi, sur ce que disait Jean Jaurès, c'est vous avez, vous, en tant que citoyen, une capacité quand même à venir soutenir des médias ou en créer, ou y participer. L'idéal, ce serait que ce soit des médias sur lesquels on soit non seulement actionnaire, mais aussi dans lesquels on puisse écrire. Hein. Alors, moi, quand j'ai été responsable de la propagande, c'était un truc que j'ai jamais oublié, parce que c'était vraiment des moments extraordinaires. Par exemple, nous, à la propagande, on faisait nos propres articles, on les écrivait nous-mêmes. On pouvait des fois reprendre des articles de l'IMA, mais on faisait nos propres articles, on créait nos propres journaux. Nous, on avait, dans les cellules, on avait ce qu'on appelait le journal de cellule. Donc moi, j'étais responsable de la propagande, donc il fallait que je veille à ce que le journal de cellule sorte régulièrement. Alors le journal de cellule, c'était une feuille, recto verso, dans laquelle chacun, dans la cellule, pouvait proposer des articles. En général, on avait quelqu'un qui tapait à la machine et qui savait éviter les fautes d'orthographe. Ce n'était pas le cas de tout le monde, ce n'était pas le cas à moi notamment. Et puis on avait donc une en-tête. Alors une en-tête, le dessin en-tête, c'était une locomotive électrique. Le journal s'appelle L'Étincelle. Parce qu'à l'époque, chez les cheminots, on était très fiers de l'entreprise nationale et cette entreprise nationale avait électrifié les voies les plus importantes et même au-delà en France. Alors, quand on fabriquait ce journal, c'était ainsi. Donc, hein, il y avait le collègue, le camarade là, qui mettait en page. Et puis après, il fallait le sortir. Alors, à l'époque, il n'y avait ni ordinateur, ni imprimante, ni photocopieur. Il y avait bien les imprimeurs et les offsets, mais c'était soit pas dans nos prix, soit c'était éventuellement la fédération au niveau départemental ou national. Ils avaient quelques moyens quand même de faire, mais nous, on était sur ce qu'on appelle un duplicateur. Donc un duplicateur, c'était en fait, c'est deux rouleaux. Hein, vous allez mettre un truc qui s'appelle un stencil. Donc quand lui il frappait, c'était sur un stencil. Un stencil, c'est un système de pochoir. Vous avez un cartonné, un carbone et la feuille qui, les lettres de la machine vont venir percer. Et le carbone, ça permet de lire, hein, de voir en dessous, parce que le carbone était en général noir en dessous. Donc ça, il fallait le poser sur les
Alors, vous ouvriez votre machine. En général, il y en avait un en dessous, vous l'enleviez. Il fallait nettoyer parce que l'encre avait séché. Là, déjà, une fois que vous avez nettoyé, vous aviez de l'encre sur tous les doigts. C'était bien. Après, il fallait mettre votre stencil. Hein. Vous le mettiez comme ça. Il fallait tourner, parce que c'était à la manivelle. Il fallait tourner. Comme ça. Hop, allez. Et puis, quand c'était ancré, on faisait 2-3 essais. On disait là, c'est bon. Alors, à ce moment-là, alors avant, on avait quand même enlevé le cartonné et le carbone. Hein. À ce moment-là, on pouvait. Alors là, il fallait tourner régulièrement et beaucoup plus vite. Parce que si jamais vous ralentissiez, ça collait. Et si jamais vous tourniez trop vite, eh ben, il n'y avait plus d'encre sur vos feuilles, on ne voyait plus rien. De temps en temps, on faisait des recto verso, puis de temps en temps, quand ça collait, ça arrachait le stencil, il fallait tout refaire. Alors là, vous étiez obligé de tout ouvrir, aller chercher les morceaux, donc là, vous avez de l'encre jusque-là. Après, il faut à nouveau enlever, il faut nettoyer, là, vous en avez jusqu'au coude, et puis vous recommencez le système. C'était artisanal, c'était manuel, c'était de la création. Moi, j'aimais bien, j'aimais bien ça. Hein. Alors après, bien sûr, on va être équipé un peu mieux, on va même avoir une offset, même à chaque mois. Mais voilà, on était vraiment là-dedans. Et je trouve qu'on apprenait beaucoup de choses. Hein. C'était l'éducation populaire politique, moi, ce que j'ai fait. Hein. Il y avait aussi un autre truc qui était plus folklorique, c'était les collages d'affiches. Mon premier collage d'affiches, il y a 2 voitures. Moi, je suis dans la voiture de devant, avec un saut de colle, des affiches, une brosse, et derrière, il y a une autre voiture, avec 4 gros. Et je me rappelle très bien, c'est une 204. Et 204, c'est petit. Il rentrait comme ça dedans. Et sous les sièges, il y avait des morceaux de câbles électriques d'1,20 m à peu près, hein, gros comme ça, parce qu'eux, ils faisaient la sécurité. Parce qu'à l'époque, c'était l'UDR, et quand on collait, eh bien, c'était pas rare de croiser les équipes des autres, ou alors ils s'apercevaient qu'on collait, donc, hop, ils mettaient une équipe, et puis de temps en temps, ça maillotchait. Alors moi, j'aime pas les coups, je suis pas violent. Hein. Je les laissais faire, c'était leur problème. Fin des années 70, le comité central, il y a trop d'incidents, il dit, vous allez coller le jour. Et petit à petit, ça a été fini, on n'a plus collé de lui, on n'a plus d'équipe de sécurité. Mais voilà, le collage, c'était vraiment le truc folklore par excellence. Il y avait aussi autre chose qui était important dans la propagande, c'était les comités de défense de l'humanité. Moi, on appelait ça les CDH. On recevait tous les week-ends, moi j'en recevais une dizaine, hein, du dimanche, j'avais des abonnés, c'était dans un quartier de cheminot, pas seulement, mais essentiellement. Et donc, tu allais le samedi ou le dimanche toquer chez les gens, tout comme celui qui venait chez mon père et qui m'avait amené Pif le chien une fois, qui est bien responsable de ce qui m'arrive après. Quand même. Et quand il y en avait 2-3, parce que régulièrement il y avait des gens qui étaient absents, et ben tu faisais du porte-à-porte. Et on n'était pas jetés, on arrivait à diffuser, on discutait éventuellement politique. Souvent tu étais invité à boire le café ou l'apéro. Donc voilà, cette dimension-là du CDH aussi, c'est l'engagement qui permet à un moment donné d'avoir les moyens de faire connaître ses idées. On avance bien. Dans ces mensonges aussi, dans cette info qu'on nous donne régulièrement dans les médias, moi j'ai eu l'occasion, à partir du moment où j'étais animateur de MJC, après j'étais directeur, le dernier poste que j'ai occupé c'était au Perrier à Annemasse, c'était la MJC Sud. Et à l'époque je passais un master à Créteil, à l'université de Créteil à côté de Paris, et le responsable de l'animation jeune m'appelle en me disant voilà, j'ai été contacté par un journaliste de Libération, et il nous propose de faire un article sur le quartier, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, la mairie nous l'a envoyé. Alors moi je lui dis non, il ne faut pas. Parce que moi j'avais eu une expérience quand j'étais arrivé à Saint-Priest en 81, c'était des émeutes à Vénissieux. Et au moment de ces émeutes à Vénissieux, on avait vu arriver déferler les journalistes. Ils étaient venus notamment aussi à Saint-Priest où j'étais, parce que quand ça brûlait, c'était pas toujours facile pour eux d'y aller. Et il s'était passé quelque chose qui m'avait choqué moi et bien d'autres, on s'était fait aborder, j'avais 25 ans. Je pensais que peut-être j'aurais ma photo ou mon nom dans le journal. En fait, ils stigmatisaient systématiquement, c'est-à-dire que quand ils voyaient le quartier pour eux, c'était pauvre, c'était des gens qui tenaient les murs, c'était du trafic, c'était de l'insécurité. Aucun d'entre eux, vraiment, enfin c'est pas vrai aucun, il y en a eu quand même des articles un peu minorés. Globalement, c'était la stigmatisation. Donc je lui explique ça, et je lui dis non, il ne faut pas. Il me dit ouais, mais bon, on a pris rendez-vous au restaurant à midi, je le vois à midi. Finalement, il l'a fait. Et 2-3 jours plus tard, j'ai vu donc l'article avec la photo. Il y avait 2 tours à la tombée de la nuit, à la tombée du jour, excusez-moi, à la tombée du jour. Il y avait une petite colline, là, c'est la pelouse, hein, et il y avait deux silhouettes de dos qui s'écartaient, comme ça, qui partaient, qui s'éloignaient. Et l'article, c'était complètement stigmatisant. C'est-à-dire qu'en l'espace de... Moi, c'était en 81, là, c'était en 2000. Eh bien, voilà, les journalistes étaient toujours dans cette même vision qu'ils avaient
des quartiers. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Bourdieu, Pierre Bourdieu, qui était un sociologue, à mon avis pas seulement, était un peu philosophe aussi. Alors lui il explique ça, il dit, ben voilà, les journalistes ils ont des lunettes en fait. Et les verres, ils sont constitués de matière, notamment de leur habitus, c'est-à-dire de tout ce qu'ils ont appris, de tout comment ils ont été formatés dans la classe sociale où ils sont, dans les écoles qu'ils ont fait, et dans la vision globale que dans leur classe sociale, qui sont souvent couche moyenne supérieure, ou alors ils sortent de Sciences Po. C'est la vision qu'ils ont du peuple en fait. Hein. Et donc il dit, ben voilà, c'est comme des verres de couleur, hein, où on n'a pas la même vision. C'est un peu comme un cube. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes d'un quartier populaire, vous êtes de ce côté-là du cube, ben vous voyez éventuellement aussi le journaliste comme quelqu'un d'exceptionnel, mais aussi qui a une part du gâteau plus grande que la vôtre. Mais si vous êtes de l'autre côté du cube, ben vous voyez les pauvres et la délinquance et la drogue, etc. Donc voilà, Bourdieu il explique ça comme ça, un peu mieux. Mais voilà, il y a quelque chose qui était important là-dedans, c'était les journalistes ne sont pas forcément, il n'y a pas un complot, quoi. Et on a une espèce de brassage, d'écrasement argumentaire, social, qui fait qu'à un moment donné, il y a une espèce d'accord sur la parole dominante, sur les idées dominantes. C'est un peu une bagarre, quand même une bagarre idéologique, hein, si on regarde bien. Alors, en recherchant comment tout ça pouvait être fait, j'ai retrouvé un travail d'un monsieur qui s'appelle Noam Chomsky, qui a bossé sur ce qu'on appelle la fabrication du consentement. Alors lui déjà, il y a une première partie qui m'avait intéressé parce qu'il parlait d'un monsieur qui s'appelle Edward Barney. Edward Barney, c'est un Américain du début du siècle dernier qui était le neveu de Freud et qui s'était intéressé à la psychologie des foules. Donc lui, il va beaucoup bosser avec le gouvernement américain notamment pour essayer de manipuler l'opinion publique. Par exemple, sur la Première Guerre mondiale, son opinion publique aux États-Unis sont opposés à ce que les États-Unis rentrent en guerre. Eh bien, ils vont faire toute une campagne de communication qui va retourner l'opinion publique et ils vont envoyer des troupes sur les champs de bataille. Et puis, du coup, il va être embauché par une grande entreprise qui s'appelle American Tobacco. Et American Tobacco, à la sortie de la Première Guerre mondiale, ils sont bien embêtés parce qu'ils ont vendu beaucoup de cigarettes sur les champs de bataille. Et les champs de bataille sont arrêtés, les affaires commencent à péricliter. Alors, ils l'embauchent pour essayer de trouver un nouveau public. Et lui, il a une idée fantastique. À cette époque-là, il y a un mouvement qui s'appelle les suffragettes. Ce sont les femmes donc américaines qui veulent avoir le droit de vote comme les hommes. Et lui, il va lier les deux. Un jour où il y a une grande manifestation à New York, il embauche une dizaine de jeunes femmes, il les met en tête de la manifestation. Et au moment où la manifestation va démarrer, il leur fait allumer une cigarette. À l'époque, les femmes, on avait un mauvais comportement si on fumait dans la rue, même chez soi. C'était interdit comme le vote, la cigarette. Hein. Et il va dire aux journalistes, voilà, c'est aussi la liberté, et il va faire toute une campagne en disant, ben, finalement, la libération des femmes, c'est aussi le droit de fumer. Quoi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en gros, en tout cas en France, le cancer du fumeur, on est à peu près à égalité homme-femme. Hein. Vous avez au moins gagné ça. Alors, Noam Chomsky il a aussi travaillé sur cette manipulation de l'opinion publique et il l'a fait en 5 points. Le premier point, il dit, en gros, pour manipuler, il faut qu'il y ait des propriétaires qui fassent passer leur intérêt privé contre l'intérêt général. Donc, que ce soit en France ou en Suisse, on est tranquille, on est équipé, ils sont là. La deuxième, c'est que les annonceurs, les actionnaires, les subventions d'État nécessitent à un moment donné d'avoir un réseau de connivence aussi avec les pouvoirs, avec les gens qui peuvent vous donner de l'information. Et ces financeurs, finalement, ils ont un impact direct sur l'information. Alors, l'été dernier, toujours l'été, j'ai trouvé ça sur un journal, ça s'appelle Le Messager, c'est un journal régional en France, qui appartient toujours au fameux groupe Rossel que j'ai évoqué tout à l'heure. Et Le Messager, alors, déjà, là on voit fait divers et peur, gare au cambriolage express, c'est au mois d'août. La circulation paralysée par les camions d'un cirque. Cirque, gens du voyage, ça craint quand même. Un groupe de jeunes empoisonne la vie des résidents de l'Étoile.
c'est quand même un journal régional, c'est pas un national. Hein, donc, Et puis alors, quand on tournait la page, ce qui était assez extraordinaire, c'est là où j'ai tilté. Alors, il y a encore 2 pages dessus. Il y a y compris un gendarme qui est interviewé, qui explique que c'est pas en ce moment qu'il y a le plus de cambriolage. C'est plutôt au début de l'été, et au changement des horaires, et puis aussi en septembre. Et puis alors là, il y a une publicité. Tactical Protection, consultant, formation technique de protection, installation de système d'alarme, particuliers et entreprises. Ils font aussi des cours d'autodéfense. Ce qui fait que quand on regarde là, on se dit, mais est-ce que c'est pour l'annonceur qu'ils ont fait les 3 pages? Ou est-ce que c'est l'annonceur qui est venu par hasard? Moi, j'ai un peu tendance à penser que quand même, voilà, quand on a un annonceur qui paye, effectivement, on va changer l'information. Ça va influer sur l'information. Alors, le 3e point, eh bien, c'est la nécessité pour tous ces journalistes d'avoir du dossier, de faire de l'audience, de faire de l'audimat. Parce que pour que les annonceurs y viennent, il faut, voilà, hein, c'est un système qui fait qu'à un moment donné, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter, et l'information devient une information de moins grande qualité. Et puis pour avoir ces informations, eh ben, il faut quand même avoir soit des portes ouvertes dans les ministères, chez les politiques, chez un juge, chez les grands patrons, au sein de la police. Enfin, voilà, on est obligé d'avoir, hein, auprès d'intellectuels, d'experts, on est obligé d'avoir un certain nombre d'informations. Et ce qui veut dire que si je veux avoir ces informations, je ne peux pas non plus dans mon journal dénoncer ces gens-là. Y compris, on a vu, je parlais de Bolloré, Bolloré, après l'histoire du Crédit Mutuel, il a dit clairement à ses journalistes, les gens avec qui on travaille, avec qui on fait les affaires, on n'en parle pas. Donc on se retrouve effectivement avec des journalistes qui vont avoir un certain nombre de connivences. Parfois, ils le savent, parfois ils le font délibérément, mais parfois pas. Par exemple, dans le nouveau chien de garde, c'est un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Annie, qui est directeur du Monde diplomatique, et il y a un journaliste qui s'appelle Gilles Balbastre, qui en a fait un film, ça s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, et dedans il montre un endroit, ça s'appelle le Club du siècle, ça a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin à la Libération. C'est un club qui rassemble des hommes politiques, des intellectuels, des dirigeants de médias, des experts, et donc tous les mois, dans un grand restaurant parisien, ils vont aller manger et traiter d'un certain nombre d'affaires. Et donc, on y voit passer dans le film, qui date maintenant un petit peu, mais tous les journalistes vedettes et les animateurs vedettes de ce moment-là, qui viennent donc en connivence discuter un peu de ce qui fait l'actualité ou de l'économie du moment. Voilà, alors, la 4e condition, c'est il faut absolument aussi donc cadrer les journalistes. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule, eh bien on va les sanctionner, on va les dénigrer. Alors je vous parlais tout à l'heure de Aude Lancelin, par exemple, à l'Obs, des papiers un peu trop de gauche, elle a été virée. De Gilles Balbastre, que j'évoquais aussi, j'ai eu l'occasion de voir à Dodan, il expliquait qu'à partir du moment où il a fait des documentaires, où il n'a pas accepté les concessions, lui il travaillait beaucoup de services publics avec FR3, il a été petit à petit évincé. Il y avait aussi, vous aviez aussi, il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Récassens, qui était une ex-directrice adjointe du Point, qui elle était en train de faire une enquête sur Bolloré, décidément on en parle beaucoup. Comme par hasard, elle a été du jour au lendemain licenciée. Voilà, et puis on pourrait parler de Daniel Mermet, par exemple, là-bas si j'y suis, qui aujourd'hui d'ailleurs est un média alternatif, qui lui a été viré de France Inter. Pas du jour au lendemain, mais presque. Aude Lancelin et Daniel Mermet viennent de gagner leur procès d'ailleurs. France Inter et l'Obs ont été condamnés. Alors je ne sais pas s'ils font appel, mais en tout cas, dans un premier jugement, ils ont gagné leur jugement. Et puis le 5e et dernier, c'est il faut des boucs émissaires pour que le public ne voie pas qu'on manipule l'information. Alors quand on regarde un petit peu ça, chez nous on a bien sûr l'islamisme, les terroristes, la délinquance, le quartier populaire qui fait peur, puisque chez nous, Macron, il parle de fainéants, on a des termes assez violents à l'encontre du peuple. Et puis, on utilise aussi, alors moi j'ai une comparaison, c'est 2 pays en ce moment, un dont on parle souvent et sur lesquels on fait pression, c'est le Venezuela,
et un autre qu'on parle, mais sur lequel on ne fait aucune pression, ça s'appelle la Turquie. Si vous allez sur Amnesty International ou sur Reporters sans frontières, on s'aperçoit que la Turquie, c'est des dizaines de milliers de gens qui ont été virés de leur poste. Beaucoup sont encore en prison. La torture est revenue. Ils ont rebombardé en partie donc les villages kurdes. Ils ont laissé passer le pétrole de Daesh. Ils ont pénétré dans le territoire irakien pour poursuivre des Kurdes, pour attaquer des Kurdes contre l'avis du gouvernement irakien. Donc ils en ont fait quand même pas mal. Quand on prend le Venezuela, il y a de la violence d'État, je ne nie pas. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous prenez Reporters sans frontières, par exemple, il citait 44 journalistes emprisonnés en Turquie, 0 au Venezuela. On va vous critiquer, mais ça n'a pas de conséquences, c'est même pire, puisque en Turquie, nous on les paye pour qu'ils gardent les migrants qui arrivent de Syrie dans des camps. Hein. Donc l'Europe, on fait la même chose avec la Libye d'ailleurs. Hein. Donc on a vraiment deux postures où on manipule beaucoup l'information, et en plus, si on annonce, hein, on dit Venezuela, Maduro, c'est un dictateur, etc., ben, on parle un peu moins de l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen, on parle un peu moins de ce qui se passe en Syrie, on parle un peu moins, bien sûr, de la Turquie. On reçoit le président d'Égypte qui, lui, a aussi des dizaines de journalistes dans les prisons. Donc voilà, la manipulation de l'opinion publique en cherchant à avoir un bouc émissaire, ben, moi je la retrouve là. Voilà, alors la dernière chose qu'on va parler, que je vais vous parler un petit peu, c'est quand même les réseaux sociaux. Parce que, on a parlé de la télé, de la presse, mais les réseaux sociaux, c'est un truc de fou. Pendant la campagne, je me suis mis à Facebook. J'ai essayé Twitter, marche pas mon truc, hein, c'est impossible, voilà, sans amour. Déjà, avec les fautes d'orthographe que je fais, c'est déjà compliqué, mais en plus, sans amour. 140, j'ai une bêtise, 140. Et même 140, ça passe pas. Alors par contre, sur Facebook, j'ai beaucoup bossé sur Facebook. Et puis, j'ai retrouvé des gens que j'avais perdu de vue. Par exemple, moi j'avais fait des échanges avec l'Algérie, j'ai retrouvé des Algériens que j'avais croisés il y a une quinzaine d'années, un couple de Palestiniens qui habitent la bande de Gaza, des gens avec que j'ai connus quand j'étais jeune communiste dans les années 70. Voilà, il y a tout un réseau comme ça. Alors, ce qui est assez surprenant après, c'est ce que les gens vous envoient. Par exemple, moi j'avais reçu un message qui disait, alors c'était un imam avec une barbe comme ça, une capuche, et c'était marqué: cet imam déclare que dans le Coran, il est écrit « l'homme peut manger sa femme ». Alors, déjà, il faut qu'elle soit concevable, c'est pas évident. Hein. Je ne vais pas faire comparaison avec les champignons, mais bon... Mais j'ai cherché, alors je ne suis pas doué spécialement sur Internet, mais j'ai quand même essayé de trouver d'où venait cette image, j'ai fini au bout d'une heure ou deux par aboutir aux États-Unis sur un site qui prônait la suprématie blanche. Mais la personne qui me l'a envoyé, que je connais bien, elle n'avait pas repéré ça du tout. Elle l'avait pris un petit peu pour argent comptant. Et puis j'en ai vu plein d'autres comme ça. J'ai vu une fois, c'est un site suisse, c'est lesobservateurs.ch. Je regardais encore ce matin, là, ils ont donné le responsable des observateurs.ch a donné une interview à un site breton, autonomiste breton, braise.com. Et quand vous recherchez qui est braise.com, c'est en fait un site d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui... parce que quand ils présentent une interview, ils sont masqués, quoi. On ne voit pas vraiment que c'est... Alors, si vous êtes un peu militant, vous allez comprendre. Hein. Ils expliquent que s'il y a du chômage, c'est à cause des migrants, etc. quand même. Hein. Mais on a quand même toute une série de gens de la fachosphère qui avancent dans les réseaux sociaux cachés. Et je pense que, citoyens, nous, on doit faire attention à ne pas retransmettre forcément. On a une responsabilité aussi personnelle. Il n'y a pas que les actionnaires. Et puis l'autre chose qui est importante aussi sur les réseaux sociaux, c'est les fameux GAFA. Hein. Donc c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. On pourrait rajouter Microsoft parce qu'eux, aujourd'hui, possèdent les tuyaux dans lesquels circulent toutes les informations, même nos informations personnelles. C'est eux qui les stockent. C'est stocké tout aux États-Unis. Il n'y a quasiment aucune capacité de stockage en Europe. Et ils commencent aujourd'hui à maîtriser l'information, soit en la fabriquant, soit en payant les journaux. Par exemple, en France, des journaux comme Libération ou Le Monde, Facebook va leur demander des formats vidéo spécifiques et ils vont les payer pour ça. Sauf que le format vidéo, ça va être par exemple 30 secondes, 1 minute. Donc on a à nouveau un impact d'annonceur sur la qualité de l'information. Voilà, alors, moi, je pense que
si on doit faire changer les choses, d'abord, il y a notre action personnelle, ce que je vous disais tout à l'heure, soutenir des sites. On a cité tout à l'heure en Suisse, chez nous, il y a Reporter, il y a Mastama, il y a Fakir, il y a Acrimed, il y a tout. Il y a là-bas, si j'y suis, là-bas, si j'y suis, moi j'ai pris un abonnement, c'est super intéressant. Il y a tous ces gens-là à soutenir, y compris des journaux comme l'Humanité ou le Courrier, je crois qu'il faut vraiment y aller là-dessus. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a un pouvoir de vote. Vous allez avoir en Suisse un vote au mois de mars sur un référendum par rapport à la taxe média, la redevance média. Hein. Si on n'y prend pas garde et si vous ne menez pas un peu de bataille, ben, éventuellement on va dire la taxe média on l'élimine, sauf qu'en faisant ça, on donne tout le service public en fait au privé, quoi. De la même façon aussi, quand on va voter aux élections, en tout cas en France, il faut aller voir quelles sont les propositions qui sont faites par les élus, par ceux qui viennent se présenter à nous, à nos votes. Parce que s'il n'y a rien sur les médias, comme c'était le cas quasiment de tout le monde quand même, hein, effectivement on se retrouve derrière finalement à soutenir des gens qui vont casser le système média. Alors, je vais juste finir avec un texte d'un monsieur qui s'appelle Albert Camus, donc, qui a été un résistant, qui avait une position un peu particulière sur l'Algérie, parce que lui, il était pour que les pieds noirs restent là-bas et pour que les Algériens y restent aussi, et pour qu'on trouve une solution. Il était contre la violence et contre le terrorisme. Et alors, quand j'ai vu cette phrase, ça m'a fait rappeler les médias en France. C'est-à-dire, par exemple, Laurent Geoffrin, François-Olivier Gisbert ou Christophe Barbier, qui sont des directeurs de presse, ou encore Brice Teinturier, qui est directeur général de l'Ipsos, mais aussi des animateurs, comme Hanouna, comme Laurent Ruquier. J'avais l'impression qu'ils parlaient d'eux. Alors voilà, cette phrase, c'est celle-là. Alors elle date, pareil, des années 50. Hein. Loin de refléter l'état d'esprit du public, la plus grande partie de la presse française ne reflète que l'état d'esprit de ceux qui la font. À une ou deux exceptions près, le ricanement, la gouaille et le scandale forment le fond de notre presse. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de télé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. À la place de nos directeurs de journaux, je ne m'en féliciterai pas. Tout ce qui dégrade en effet la culture, raccourcit les chemins qui mènent à la servitude, une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée et par un millier d'amuseurs cyniques, décorés du nom d'artistes, court à l'esclavage malgré les protestations de ceux-là même qui contribuent à sa dégradation. Merci.